Et si la victoire ne dépendait pas du hasard, mais d'une formule intérieure que peu osent réellement appliquer? On va plonger aujourd'hui dans un texte assez fascinant qui date de 1961. Il s'appelle Introduction à la gnose de Samael Aung Weor et il propose un chemin, une sorte de formule pour réussir dans la vie. Mais attention, ce n'est pas un de ces guides de développement personnel classiques. Ça commence avec des règles très très concrètes avant de nous emmener vers des concepts beaucoup plus, disons, ésotériques. Allez, c'est parti, on décortique cette fameuse formule. La question de base, elle est simple, mais c'est bien la question que tout le monde se pose. Comment on fait pour réussir sa vie ? L'auteur ne promet pas de solution magique, non. Il parle plutôt d'une transformation profonde, une transformation qui doit commencer à l'intérieur de soi. Et la toute première étape, elle peut sembler un peu à contre-courant. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, le texte nous dit que la victoire commence par une chose, être honnête avec soi-même, avoir la capacité d'admettre ses propres fautes. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le reste. Bon, alors, cette fameuse formule, elle commence par quoi ? La première partie du livre se concentre sur notre comportement. Il s'agit en fait d'apprendre à maîtriser nos réactions face au monde et à cultiver des habitudes qui, d'après l'auteur, nous mènent tout droit au succès. Voici les grands principes. D'abord, critiquer les autres, ça ne sert à rien. Ça ne fait que braquer les gens. Par contre, être capable de s'autocritiquer, ça, c'est une force immense. Ensuite, il faut s'efforcer de voir le meilleur chez les gens et, point très important, prendre soin de soi, de son équilibre. C'est une approche très pragmatique pour débuter finalement. Et pour que tout ça ne reste pas de la pure théorie, le livre propose des exercices très concrets. Celui-ci, par exemple, pour gérer sa colère. C'est tout simple, une technique de respiration 6-6. C'est conçu pour reprendre le contrôle de ses émotions, ce qui est évidemment essentiel si on veut appliquer les autres principes. Bon, on a vu le comportement extérieur. Maintenant, on passe à un autre niveau, les forces intérieures. Le texte affirme que notre mental n'est pas juste là pour réfléchir. Non, c'est une force, une vraie puissance qu'on peut développer et même projeter pour influencer le monde réel. Et la vision du mental qu'il propose est assez fascinante. Il y aurait deux pôles. D'un côté, l'imagination, décrite comme féminine, celle-là où les idées prennent naissance, et de l'autre, la volonté, décrite comme masculine, qui est la force qui permet de concrétiser ces idées. Et le succès, eh bien, il naîtrait de l'harmonie parfaite entre les deux. Alors, pour prouver et entraîner ce pouvoir, le livre suggère un exercice pour le moins surprenant. L'idée, c'est que nos ondes mentales, si elles sont bien concentrées, peuvent avoir un effet physique bien réel. Là, on commence clairement à basculer dans la partie plus ésotérique du texte. Après le mental de l'individu, on zoome en arrière pour regarder les énergies cosmiques. Le texte introduit ici un concept central, les tattvas. Ce seraient des vibrations qui gouverneraient absolument tout dans l'univers. Le tattva, c'est le concept clé ici. C'est défini comme une vibration de l'éther ou du prana. Selon cette philosophie, si on aligne nos actions avec le bon tattva du moment, l'univers travaille avec nous. Sinon, il travaille contre nous. C'est aussi simple que ça. Et pour appliquer ça, le texte nous donne une sorte de calendrier cosmique. La journée serait découpée en un cycle de vibrations et chacune a ses propriétés. Par exemple, le tattva Prithvi est celui du succès, dont c'est le moment idéal pour lancer des projets. À l'inverse, sous Akash, mieux vaut ne rien commencer de nouveau, ça serait voué à l'échec. Un vrai guide pour ses actions quotidiennes. On quitte les lois cosmiques pour revenir à quelque chose de très psychologique et de très concret, notre rapport au monde matériel et surtout à l'argent. Ici, le texte fait une distinction vraiment capitale. D'un côté, il y a le besoin. Ça, c'est légitime. C'est ce qu'il faut pour vivre, manger, s'habiller, avoir un toit. Et de l'autre, il y a l'avidité, la convoitise. Et ça, c'est une construction psychologique. C'est quand l'argent devient un moyen de nourrir notre orgueil, notre soif de pouvoir. C'est là que les problèmes commencent. Cette citation résume tout en fait. Si on arrive à ramener l'argent à sa fonction de base, on le libère de tout le poids psychologique qui le rend si destructeur. C'est un appel à repenser complètement notre relation à la richesse. On arrive maintenant au cœur du réacteur, si je puis dire, au véritable obstacle qui se dresse entre nous, la victoire et le bonheur. Et cet obstacle, il n'est pas à l'extérieur. Il est en nous. Alors après avoir vu les règles de comportement, le pouvoir du mental, les vibrations cosmiques, qu'est-ce qui peut encore nous empêcher de réussir ? Le texte a une réponse très très précise à cette question. Et voilà l'ennemi, le moi, l'ego. L'auteur est très clair là-dessus, ce moi, ce n'est pas notre vraie nature, notre être. C'est une construction, une sorte d'entité énergétique qui vit en nous et qui est la source de tous nos défauts et de toutes nos souffrances. C'est sans doute la phrase la plus forte du livre. L'auteur ne mâche pas ses mots. Il nous dit que le vrai combat, il n'est pas contre le monde extérieur, mais contre cette partie de nous-mêmes qu'on prend
à tort, pour notre véritable identité. Et comment on le reconnaît, ce moi? C'est simple, il se manifeste à travers tous nos traits négatifs. La peur, la haine, l'orgueil, la jalousie, la paresse, tout ça, ce ne sont pas des défauts séparés, mais les différentes facettes de cette seule et même entité. Les identifier, c'est déjà commencer à la démasquer. Alors, comment on le combat? Surtout pas en le condamnant, ça ne ferait que le renforcer. Non, la clé, c'est de le comprendre. Le texte propose une méthode très systématique. On choisit un seul défaut, on se concentre dessus pendant un moment, on médite dessus pour comprendre d'où il vient, comment elle fonctionne, et c'est cette compréhension profonde, et non la lutte, qui finit par le dissoudre. Et tout ça nous amène à la question finale. Une fois que cet ennemi intérieur est vaincu, que reste-t-il? Le texte suggère que ce qui émerge, c'est notre véritable être, notre essence profonde. Et c'est ça, l'ultime promesse de cette formule de 1961. Une victoire, non pas sur le monde, Abonne-toi mais pour sur éveiller soi-même, ton esprit. pour enfin atteindre la paix, l'abondance et le vrai bonheur.